aller sur la troisième partie. Du coup, Alexam, je vais te rendre la parole. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais appuyer ou revenir sur des choses, etc. Parce que voilà. Il y avait un point où j'ai pas développé tout à l'heure, c'était sur l'interdiction. Il y en a qui se sentent interdits, l'aspect financier, etc. de YouTube. Hein, on perd des partenariats, on perd des choses comme ça. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive de pratiquer clairement. Quand je vois des sponsors. Tu pratiques l'interdiction? Enfin, qu'est-ce que ça entend par là? Attends, laissez-le finir. Vas-y. Je vois des sponsors financer des événements. Par exemple, quand la région Île-de-France finance un documentaire anti-vax, je mets la pression sur la région Île-de-France en leur demandant pourquoi. Il y a vraiment un truc comme ça. Oui, mais là, il y a un enjeu de santé publique en fait. C'est pas. De la même façon, j'ai contacté des sponsors d'un événement où il y avait sur le logo de l'affiche le logo de la White Aryan Resistance. Parce qu'il y a un groupe de musique qui s'appelle Peste Noire en France. Ah, tu t'es fait menacer, toi. De prendre le logo de la White Aryan Resistance comme logo de groupe. Et qui chante des paroles antisémites. Donc j'ai contacté les sponsors dans ces situations-là. Et je pense que c'est souvent interprété comme de la cancel culture, où on nous interdit, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut, on n'a pas le droit de parler. Je pense qu'à ce niveau-là, tu peux. Enfin, c'est logique. Enfin, c'est un peu lanceur d'alerte, quoi, non? Alors, tu prends un exemple niveau, pour désigner les gens cancel, c'est pas parce qu'il est où le symbole néo-nazi chez moi? J'ai 2 colts, bon ok, ça sert à ça, mais j'ai fait quoi? Je te mets pas au même niveau que ça, ne t'en fais pas. La question qui est intéressante, c'est où tu mets la limite? Parce que justement, encore une fois, je te laisse finir, Alexam. Je laisse finir Alexam d'abord. Vas-y. Greg, tu as 2 colts. Oui. Dont un colt talibian. Ça y est, ils vont se battre qui a la plus. Mais non, ça va pas sauter. Si? Les deux en fait, en vrai. Mais bon. Comment ça, Jordanik, ça va sauter, ça? Je sais pas, si tu présentes des armes en vidéo, on les voit peut-être pas. Non, t'as le droit. Voilà. T'as le droit, j'en sais quelque chose. Voilà, me fais pas peur. Arrête de me faire peur. Laissez finir Alexam. Alors, Alexam. Oui, Alexam, vas-y. Je vois que dans l'idée, le principe, vous le rejetez pas nécessairement systématiquement. Parce que voilà. Et effectivement, quand ça vous touche, ça vous pose problème. D'autant plus que vous ne considérez pas que vous êtes des personnes qui sont comparables à ce que je viens de dire. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi aussi. Oui, mais justement, tout est dans la nuance. Laissez-le finir. L'erreur qu'il y a de perception dans ça, c'est que c'est pas de la censure, à mon sens. La censure, c'est de l'État qui décide de censurer certaines paroles, qui décide d'interdire certains contenus. Et là où c'est de la censure, c'est lorsqu'on dit est-ce que vous voulez accueillir chez vous? Est-ce que vous voulez financer? Est-ce que vous êtes d'accord pour financer une personne qui a dit ceci, qui a tenu tel propos, qui a fait ça ou qui a fait ça? Alors, l'organisateur peut très bien dire j'estime que ces propos ne sont pas si graves que ça, j'estime que ces propos ne sont pas représentatifs de la personne, ou alors demander à la personne de s'expliquer sur ses propos. Oui, mais ça, on sait très bien que ça arrive pas. Les mecs, ils ont peur pour leur image, ils claquent des fesses au premier truc. C'est mignon parce que, enfin, je veux dire, là, il y a une naïveté volontaire. Tu nous dis la censure, c'est l'État. Vraiment? Ou alors, il faut arrêter d'être de gauche. Parce que on vit à l'heure des entreprises privées qui ont plus de pouvoir que les États. On vit à l'heure où le pouvoir médiatique est un 5e contre-pouvoir en France. Et tu nous dis, ah bah non, c'est l'État. Non, c'est pas l'État, c'est très bien qu'il y a un système qui même est plus fort que l'État et qui a un pouvoir de décision. Alexam, vas-y. Darmanin m'a jamais censuré. Je me permets de te couper, mais je pense que c'est la confusion des termes qui fait que tu réagis comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que le terme censure, pour moi, il désigne par définition ce qui vient de l'État. Je comprends que tu ressens comme de la censure ces choses-là. Moi, je voudrais mettre un autre mot dessus, c'est tout. Mais alors lequel? À ce niveau-là, c'est pas la même chose qu'une interdiction d'État avec la police, etc., avec des sanctions financières, etc., parce que ça rentre dans le cadre. Quelle est la différence? Ce que tu dis. Ouais, voilà. Il y a une petite nuance. Maintenant, non, dans le vécu de la personne, si demain Gérald Darmanin m'interdit de me présenter dans un théâtre, ou si le propriétaire du théâtre m'interdit de me présenter dans son théâtre, c'est le même théâtre, quelle est la différence pour moi? Si on est un petit peu individualiste et humaniste, c'est qu'on se base du point de vue de ce que vit la personne. À quel moment il y a une différence? La différence, c'est que tu n'es pas si intéressant et si génial que tu as le droit à l'ouverture de toutes les portes et à ce que tout le monde te donne une tribune. Et quand on fait une programmation en tant qu'organisateur, on va parfois pas regarder en détail quelqu'un, dire ouais, ça a l'air pas mal, ça va attirer du monde, etc. Mais on a aussi des valeurs, on a des choix dans notre lieu, dans notre salle, et on peut se dire tiens, j'avais pas bien regardé, on m'a informé que.
Ça ne correspond pas aux valeurs que je défends. Donc le président le mec qui dirige le théâtre, 9 fois sur 10, il vient te voir en disant « J'aurais vraiment aimé vous prendre, hein, mais il faut que je protège mon image. » Donc il a eu aucune prise de conscience. Il s'est pas rendu compte de la moindre oppression. Il a juste cédé à un diktat économique. Et si demain il peut recommencer, il le fera. C'est comme à l'époque de Dieudonné, les patrons de la Main d'Or, qui disaient « Ah mais on n'avait jamais regardé un de ces sketchs. Il joue chez vous depuis 14 ans. Vous vous foutez de la gueule du monde ou ça se passe comment ?» Il y a de l'hypocrisie parfois. Il y a aussi autre chose sur lequel je voudrais revenir sur ce que tu dis, Alexam. Si maintenant il y a des propos anti-vax qui sont tenus, tu dis à l'organisateur ou au mec qui diffuse ou quoi, est-ce que vous êtes d'accord avec les trucs anti-vax? On va dire c'est factuel, d'accord? Quand un truc comme ça est factuel, j'ai un peu du mal avec la méthode, mais on va dire ok. Par contre, quand tu as une minorité bruyante qui vient dire à un sponsor ou à n'importe qui des choses qui ne sont pas vraies, qui sont lourdement déformées, qui sont sorties de leur contexte pour te faire dire des choses que tu n'as pas dites, pour faire de toi quelqu'un que tu n'es pas, pour moi, encore une fois, il y a une nuance. Et moi, mon problème, c'est ça. Si maintenant, demain, tu me dis, oui, alors il y a un rassemblement d'extrémistes néo-nazis, pro-machin, je sais pas quoi, à rien truc, je vais dire, bon, tu veux œuvrer contre? Bon, la méthode ne me plaît pas, mais je vais dire, bon, ok, allez, soit. Mais par contre, moi, les trucs dont j'ai souffert, par exemple, NordVPN, mon contact chez NordVPN me l'a dit, ils ont eu aussi des centaines de mails me concernant, disant, arrêtez de bosser avec lui, c'est un facho, il promeut l'extrême droite, il machin, etc. Ce qui est factuellement faux. Le mec m'a dit, on sait que c'est faux, on connaît ta chaîne, mais ils les ont reçus les mails. Et j'ai d'autres sponsors qui ont plus claqué des fesses. Par exemple, c'est pareil, je vais vous raconter une anecdote débile. Chez Lego, ils ont plusieurs commerciaux. À la sortie du Lego Titanic, je disais, Lego, il n'y aurait pas moyen, un petit partenariat et tout. Tu sais ce que le mec il m'a dit? Vous avez une trop mauvaise image, les armes à feu, le fascisme, le machin. Nous, on veut pas sponsoriser ça. Bon. Quelques temps après, quand ils ont sorti le globe terrestre, il y a un autre commercial qui est venu me faire de la lèche. « Eh, vous voulez pas venir à la présentation à Paris et tout ?» Je l'ai envoyé se faire mettre bien profondément parce que je l'avais mauvaise. Mais le fait est que on leur a raconté des conneries sur moi, factuellement. Je n'ai pas de propos fascistes, je ne fais pas... Enfin, je sais pas. Là maintenant, déjà, je fais pas la promotion des armes, je fais la promotion du tir, c'est pas la même chose. Et puis, à l'époque, je le faisais certainement pas. Mais on leur a raconté des conneries. Et des sponsors à qui on a raconté d'énormes conneries, genre je suis pour le viol ou des trucs, mais pas possible. Eh ben, c'est des conneries. Ouais, ça, donc la méthode déjà en soi, je suis pas trop d'accord, mais si c'est factuel, soit. Mais alors quand en plus on vient raconter de la merde, en meute, en faisant beaucoup de bruit pour donner l'impression qu'on est très nombreux, du lobbying, là ça me pose problème. Parce que justement l'annonceur en face, il est un peu frileux, eh ben il claque des fesses et il refuse tout sponsor, tout machin. On est d'accord sur la nuance factuelle, non factuelle, hein, là c'est pas un souci pour moi. Bah ouais, mais mon souci à moi, c'est que c'est ce qui se passe. Alors, c'est ce qui se passe souvent. Non, dans mon cas, c'est ce qui se passe très souvent. Comment ça se passe dans les coulisses? Je ne suis pas dans toutes les coulisses, mais moi, lorsque je signale parfois des choses de néo-nazis qui font des saluts néo-nazis à des salles, les salles de concert m'envoient le plus souvent chier. Et il y a beaucoup plus de gens qui assument et qui préfèrent inviter ce genre de choses que de gens qui y sont sensibles, dans mon expérience. Dans mon expérience, ce qui ne veut pas dire que c'est une généralité, une réalité. Hein. Vous avez une expérience inverse, j'ai l'impression. Je le conçois. Je pense pas qu'il faille, je sais pas, nécessairement penser que la personne qui vous parle, l'organisateur, vous dit toujours la vérité. J'ai remarqué quand des organisateurs acceptent d'interdire ou de ne pas faire jouer, c'est pas interdire en fait, ils disent ouais non en fait ça convient pas à mes valeurs, je le fais pas jouer lui. Quand ils vont s'adresser au groupe, très souvent ils veulent pas qu'il y ait de vagues, ils veulent pas que ça fasse un scandale. Ils vont aller voir le groupe, ils vont dire bon écoutez, on a eu des pressions de l'extérieur, ils nous ont menacés etc. On préfère pas faire le coup avec vous. Mais en réalité ils sont hypocrites, ils vous mentent. Ils vous disent et pourquoi ça serait pas l'inverse et qu'ils te mentent à vous? Alors... Non mais sérieusement, pourquoi ça serait pas l'inverse? Ils vous mentent à vous, mais ils savent que derrière il va y avoir un harcèlement de fous furieux. J'ai déjà passé le message. Et un retour de flamme énorme sur les réseaux sociaux. Donc ils mettent le genou à terre. Encore une fois, il va falloir arrêter de rêver que le exemple concret où je sais à 100% que ça s'est passé comme ça, c'est pour ça que je le dis. Il y a ce cas-là aussi qui existe. Il faut faire attention à pas inverser. Enfin,
on peut pas le savoir dans toutes les situations. Il y a beaucoup de cas où on peut pas savoir. D'accord. c'est hypocrite ou pas. On peut pas le savoir, Vas-y, mais on peut Greg. quand même se baser un petit peu sur un empirisme rationnel cohérent qui consiste à dire que le but d'un mec qui a monté un business comme une grosse salle, c'est de gagner de l'argent. Donc, c'est qu'en fait, à moins d'y être factuellement emmerdé, c'est comme un patron de bar, tu vois. Il laisse rentrer les gens, même quand il les aime pas. En fait, son but, c'est de faire de l'argent. Un mec qui est directeur d'une salle, s'inquiète pas que s'il peut passer entre les clous jusqu'à la programmation du spectacle, il le fera. Il le fera parce que, et que les convictions personnelles... Imaginez que le directeur d'une salle de 1500 places ait comme ça des épiphanies humanistes qui fassent que oh non, vos valeurs sont contraires. Il s'en bat tellement, il s'en bat le jonc. En vrai, je crois que c'est quand même le cas majoritaire. C'est que ces gens sont là pour faire du fric. Ils ont un choix. En fait, il y a tellement de demandes et de pression pour pouvoir avoir accès. Ils ont des choix en fait. C'est ça que je veux dire. En organisateur, ça dépend de quel organisateur évidemment. Ah regarde, oui mais attends Alexandre, je vais poser un seul argument. Tu parles de peste noire. Tu parlais de festival métal par exemple, c'est ce que il faut comprendre. Il y a beaucoup de pas vu pas pris aussi, hein, des gros festivals comme le Wacken où je suis allé pendant une dizaine d'années. Programmer des groupes très limites, enfin notamment de NSBM qui ont un public aussi. Bon après ça c'est une autre question. Mais le jour où ils se sont fait choper par la patrouille, ils ont arrêté. Mais jusqu'alors ça leur posait pas plus de problèmes. Et pourtant il y avait toujours un speech sur le côté éthique des festoches, comme ça a pu être le cas pour le Hellfest en France aussi ou pour le Loud Park au Japon aussi. Après voilà, je pense qu'il y a beaucoup de pas vu pas pris dans ce gros business des festivals. Hein. Oui. Les gens quand ils veulent faire de l'argent. Enfin. C'est ça, oui tout à fait, je suis d'accord. C'est comme les mecs les mecs d'extrême droite qui ont vendu des calaches à des terroristes islamistes, voilà, parce qu'en fait ils veulent juste faire de l'argent et que pas vu pas pris, en fait ils s'en battent les couilles parce que les gens veulent faire de l'argent. Quand tu peux faire de l'argent, il y a plusieurs choix possibles. Parfois il y a des priorités qu'ils peuvent mettre. Et ça, ça dépend de l'événement, ça dépend de la chose. Mais il y a les grosses marques, les Decathlon, les Netflix, les machins n'ont cédé autre chose qu'à des. Eux clairement, qu'à des pressions communautaires. Mais les mecs, ils lâcheront le business comme ils en ont rien à foutre. Ils ont fait des pubs atrocement sexistes pendant 25 ans. La 26e année, dis donc, ils ont tout compris. Non. Les grosses marques, les grosses entreprises, elles sont clairement dans le business uniquement, mais c'est pas avec elles que vous êtes sponsorisé ou que vous avez des partenariats nécessairement, je pense, je sais pas. Hein. Ah si. Rebook voulait que je porte leur godage dans des vidéos. Si, c'est des marques comme ça. Puis les salles, moi je peux avoir une jauge à 1005 à Paris, donc c'est pas la petite salle du coin dirigée par un vieux communiste des années 70. C'est des salles qui ont une image, une notoriété, des noms, des ragots, qui sont dans le milieu du on-dit parisien, et tout ça, ça joue à mort. Non, si, c'est... Et puis il n'y a pas de raison que ce soit un petit ou un gros qu'il ait à vivre ce truc-là en fait. Et tiens, question pour toi Greg, est-ce que comme certains sur YouTube, moi j'ai l'impression qu'il y a de ça, est-ce que des fois, toi tu l'as dit même pour moi, hein, c'est vrai que voilà, je l'ai vécu, t'as pas l'impression qu'on essaie de pousser les gens dans un terrain, et après on se retrouve finalement bloqué à pas pouvoir aller voir tout le monde pour certains, parce qu'il faut qu'on soit finalement... assimilé, on va dire, soit à un certain style de personne, de courant, machin, truc, enfin... Comment tu vois tout ça? Bah, c'est le serpent qui se mord la queue, tu sais, c'est toujours cette vanne du mec qui te dit ouais, sale facho, on te voit jamais dans des manifs d'extrême gauche. Tu sais, celle où si tu viens, franchement, on te vire. Ouais, super. Tu vois, t'es là, tu fais ah, génial, fait, d'accord, c'est super. Oui, mais on l'invite pas parce qu'il est facho. Oui, mais pourquoi il est facho? Bah, parce qu'on l'invite pas, d'accord. Et puis en fait, tu finis par tourner comme ça, et puis en fait, t'as jamais la réponse au truc, et tout le monde un jour a entendu un machin vaguement sur Twitter, et personne n'est capable de te citer un propos. Le réel, en fait, c'est ça. Donc oui, c'est le syndrome, on parlait de Dieudonné au début, tu vois, il t'avait dit le truc, c'est le syndrome de tu finis par jouer dans un bus. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va te pousser, puis vu que t'es un être humain avec des rapports sociaux, tu finis quand même par côtoyer des gens, mais vu que les autres veulent plus te côtoyer, bah tu finis par côtoyer des gens qui vont tourner dans un... Parce que et que du coup bah voilà, vous avez bien vu que si on le vire du truc, il va vers les gens qui restent. Bah oui. Ça m'étonne beaucoup que Dieudonné soit en référence à plusieurs reprises déjà, tu vois, par exemple là, pour moi c'est logique. Si. Alors pourquoi je t'explique tu vois, parce qu'alors en gros à son No Geek, on avait dit qu'il avait une dérive de donniste. C'était à l'époque des dramas du Reich, il y avait ça qui était sorti. Et pareil aux alentours d'un autre zététicien que je ne citerai pas pour pas lui mettre plus de sauce que ça, parce que je sais qu'il aime pas. Et Greg, en fait, il fait partie de l'école Dieudonné, enfin pas vraiment, en fait, il fait partie de l'école des inconnus, mais il a connu aussi la main d'or, etc. Donc voilà. C'est là où tout le monde était, et voilà. c'était... Voilà. Donc, Greg...
Moi je connais très peu, hein. Je t'avoue, moi c'est simple. J'ai été invité par Zioclo par rapport à la vidéo de Jordan X. Salut Chizel. Je commente quasiment jamais les choses, les youtubeurs, même Arnaud de Astronogeek, quand il y a eu les polémiques sur lui, je me suis quasiment pas exprimé en fait. J'ai rien dit, mais j'ai vu passer. Et par contre, je regarde très peu les contenus parce que j'ai pas le temps. Je considère que j'ai pas le temps de regarder les contenus. Je suis désolé pour vous, je dis pas qu'ils sont inintéressants, mais j'ai pas le temps de regarder tous les contenus de YouTube et j'ai mes priorités, j'en choisis d'autres. Et du coup, je ne connais pas tous les bails. Je peux pas du coup en débattre avec vous. Je suis totalement désarmé là. Je peux rien discuter. En fait, donc je voulais savoir ce que tu penses de Forisson parce que naïvement, je connais. Ok. Genre naïvement. Pardon. Vas-y. Greg. Artine de Forisson. Pourquoi ce point Godwin? Non, je te demande juste parce que Dieudonné a fait monter Forisson sur scène, donc moi c'est ça qui m'a choqué chez lui, et je voulais savoir ce que toi tu en pensais du coup. Ah, du fait qu'il ait fait monter Forisson sur scène? Oui, voilà, enfin c'est pour ça que je parle de Forisson. D'accord. Je juge pas le truc du point de vue moral, c'est une connerie. Je sais pas s'il fait ça par provocation parce qu'il veut. À cette époque-là, il est dans une sorte de période de transition, si tu connais bien le truc. Il est encore dans une période de full provocation et de faire des choses. C'est son acte le plus provocateur. Hein. Il fait monter ce mec-là dans un gigantesque. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il lui remet le prix de l'infréquentabilité. Ok, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Est-ce que pour moi il y a un potentiel comique? Non. Est-ce qu'il y a une provocation politique? Oui. Première quenelle, quoi. Une provocation politique est vraiment intéressante? Non. Je vois pas l'intérêt d'aller le déterrer, Forisson, mais bon, en même temps, c'est la période où il est quand même très très proche de R, donc je pense qu'il l'a rencontré après, et que oui, il l'a défendu, mais ça c'était après déjà, hein. Ça c'est après. Là, cette histoire de Forisson sur scène, si je dis pas de conneries, c'est quoi? C'est 2008-2010, on est encore dans l'époque Sandrine Marmoud, où c'est... Puis il a encore un petit pied vers la télé quand il arrive à aller chez Ardisson et tout. C'est la période full provoque pour moi de Dieudonné. Donc pour cette invitation de Forisson, je miserais sur la provocation. Et moi, je veux pas défendre Dieudonné, mais il dit un truc après, postérieur, dans vraiment les années de Dark Soral, comme on pourrait dire, etc., de défense de l'individu Forisson, là je pense qu'il y a peut-être, et j'en sais rien parce que je ne sonde pas les cœurs et les reins, une adhésion plus personnelle. Quoique, il disait quand même un truc mais sur Forisson. Il le fait monter, il a même pas un pied dans ER, c'est vraiment le début, quoi. S'il est encore, je sais plus c'est quel spectacle, mais il est encore dans le délire mes excuses. Je sais plus à quel spectacle il fait ça, mais c'est vraiment pas la deuxième, pas la période post-Marmoud, pour ceux qui connaissent, qui là est la période où il est. Voilà, ça t'a pas choqué du coup, ça t'a pas dérangé? Enfin, je te pose vraiment la question naïvement. Dis-le si ça te dérange, ou dis. Non, ça me dérange pas du tout. Si j'applique la balance bénéfice-risque entre le potentiel souffrance infligée et qualité subversive de la provocation, je suis pas convaincu que la qualité subversive de la provocation gagne. Tu vois, dans cette balance qu'on faisait tout à l'heure. Ça m'a moins dérangé que quand je le vois soutenir l'individu en tant que tel, etc. Mais encore, enfin, je m'en fous en fait. Je m'en tape. J'ai un rapport très très spécifique à Dieudonné. Qui est que je ne m'autorise à ne pas vouloir voir, parce qu'en fait c'est la seule règle que j'ai. C'est que on m'a très souvent demandé d'aller taper sur Dieudonné, je l'ai dit à une dizaine de reprises, c'est la seule personne sur qui je tape pas, parce que pour filer la métaphore, on met pas un contrat sur le mec qui t'a donné ton premier flingue. Et que Dieudonné a donné mon premier flingue, entre guillemets. C'est-à-dire que il a au début mis en avant un de mes sketchs qui m'a clairement aidé. C'est quelqu'un qui m'a inspiré dans ma formation d'humoriste parce que ça inspirait tous les humoristes de sexe, souvent masculin, les deux, Florence Foresti, coucou de ma génération. Qu'il a été vu comme une référence et que je lui dois trop et que ce que j'ai à lui dire, j'ai la chance de pouvoir lui dire directement si j'ai envie de le faire, donc je ne le mettrai pas publiquement. Normal, c'est la seule limite que je me suis imposée en tant que tel, et voilà, c'est un principe. Si tu choisis par principe de pas critiquer Dieudonné,
J'ai pas envie de te pousser dans les retranchements non plus, mais ce qui m'étonne, c'est que ça te choque pas du tout que tu trouves que c'est juste... non, j'ai pas dit que ça me choquait pas, je t'ai dit justement que dans la balance provocation, souffrance que ça peut infliger aux gens, je trouve que la provocation politique, de par sa qualité, ne l'emporte pas. C'est quoi la provocation politique d'ailleurs? Parce que c'est là, je l'ai pas compris. C'est-à-dire que c'est toujours la même estimation, il y a des gens qui vont souffrir quand tu vas faire quelque chose, et puis il y a aussi l'expression d'une liberté, d'une provocation, d'un geste politique. Qu'est-ce qui doit l'emporter entre les deux, quoi, en gros, la provocation, c'est Alexam, la provocation, c'est par rapport à la loi Guesso. Après, ce que disait Dieudo, quand même, je vais le dire maintenant parce que tout à l'heure je vous laissais discuter. Dieudo, il disait un truc quand même par rapport à Foresson. Il disait Foresson, il se posait la question de savoir il savait pas si Foresson était sérieux ou non, mais il disait voilà, il y croit parce que il disait il nie même le génocide de Gorée. Enfin, donc il dit énormément de types de génocides et lui ça le choquait Dieudo en fait qu'il nie Gorée, tu vois. Donc je sais pas s'il le croyait. Par contre, je pense qu'il voulait qu'on puisse parler. Il est politiquement vraiment dans cette période. Et après, il a peut-être vrillé, quoi. Mais je pense qu'il a vrillé à cause de Soral, effectivement, comme tu le disais. Et après, le film L'Antisémite, par exemple. Après, est-ce qu'il a vraiment vrillé? J'en sais rien, moi non plus. Mais on a l'impression qu'il vrille pour les gens, pour le public. Et effectivement, moi, je pense qu'il y a le film L'Antisémite, etc., qui vont appuyer, quoi. Voilà, c'est ça. Et il choisit d'orienter tout à fait différemment. Mais c'est pour ça que quand les excuses qu'il présente récemment par rapport à tout ça et que les gens disent il fait échouva et tout, moi je crois aussi à un aspect de sincérité. Tu vois, peut-être qu'il se rend compte que ça a pas marché du tout ce qu'il a essayé de faire, qu'il est parti tellement loin. Je pense que c'est un move politique assez malin s'il le réussit, mais que c'est une tactique. Oui, alors vas-y Jordan, vas-y. Oui, concernant Dieudo, pour faire le parallèle avec les antifas, tout ça, moi je vois par exemple Étienne Chouard, au tout début, quand je l'ai connu en 2012, j'étais vraiment fan de ce mec-là. Aujourd'hui, avec le Covid, le vaccin, je trouve qu'il a complètement craqué, mais ça m'empêche pas de continuer à lui faire de la pub concernant ses vidéos sur la démocratie athénienne, sur l'élection, sur l'Union européenne. Parce qu'il a quand même fait du bon boulot. Et je fais confiance aux gens pour qu'ils se disent eux-mêmes « Ah tiens, bah là, je trouve que c'est intéressant. Ah bah tiens, là, je trouve qu'il est une connerie. » Chose que j'ai l'impression ne font pas les antifas, et notamment Alexam, peut-être qu'il ne fait pas ça, mais je trouve ça dommage de vraiment de retirer de la visibilité à un mec parce qu'il dit des conneries. C'est le cas d'Étienne Chouard, je pense, sur le Covid et le vaccin. Et du coup, de lui enlever la visibilité sur les travaux qu'il a fait sur la démocratie et tout le système électif, quoi. C'est du gâchis, Voilà, c'est tout. Alors, pour te répondre à cette idée-là, il y a un truc rapide que je vais te dire. J'aime bien, moi, quand il y a une personne qui déconne complètement et que j'admirais avant pour d'autres raisons, chercher des alternatives, parce que le monde est assez vaste, il y a tellement d'intervenants et tellement de choses que tu peux toujours trouver quelqu'un qui va dire les choses pertinentes que tu as trouvées chez Chouard, qui soit quelqu'un d'autre. Et du coup, je préfère mettre en avant quelqu'un qui, du coup, n'a plus les casseroles, n'a pas les autres casseroles. Et donc mettre ces contenus-là en avant. Aussi simplement que Chouard les délivre, je ne pense pas, mais bon, peut-être. Simplement, franchement, Chouard, je fais un live avec lui, ça durait 7 heures, hein, c'était long. Hein. Moi, je vais être méchant, après, il est gentil, genre, mais voilà quoi. C'est un raisonnement qui est quasi totalitaire, à tel point il nie la dimension de l'individu. Ce n'est pas parce que tu vas trouver la même idée, la même chose utilitaire ailleurs, que ça peut légitimer un effacement d'un individu qui le dit. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent aller chez moi que chez d'autres gens parce que c'est moi qui le dis et ils ont le droit. J'ai le droit de le partager, je peux choisir qui je partage. Moi je dis pas qu'il faut faire, hein, il fait ce qu'il veut. Je dis juste moi dans cette situation-là, quand j'ai quelqu'un que j'admirais et qui me dérange ensuite, personnellement, je choisis de me dire c'est l'occasion de chercher d'autres personnes pertinentes sur le sujet. Et comme ça, je peux partager d'autres contenus et m'intéresser à d'autres contenus. Je fais le choix en fait. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison-là que je connais pas beaucoup certains youtubeurs. Bah essaye le mien, ça t'aurait de plaire. C'est psycho. Juste, vas-y, j'ai pas entendu Théo, redis. J'ai dit essaye mon contenu, ça devrait te plaire. J'ai vu certains titres. Vas-y, petit Astro. Moi je vais y aller, je voulais juste revenir sur un petit truc. Moi je suis d'accord justement qu'il faut mettre aussi un plafond, une limite. Forcément, quand tu parlais de mouvements anti-vax ou de mouvements antisémites, là on parle de quelque chose qui touche sur la loi et de santé publique. Donc pour moi c'est vraiment aussi du bon sens de mesurer ça, voire d'interdire ça, même si je suis pas forcément un expert sur la question. Je trouve juste que la comparaison est peut-être un peu extrême avec
Greg qui fait prout avec ses bras et Arnaud qui tire sur un mec parce que t'as vu ma Rolex. Enfin, le truc est peut-être un petit peu. T'as 10 ans de retard là quand même. Ouais, moi je fais des vieilles rêves, t'as vu? Il a les bonnes rêves. Attends, je te connais depuis que t'as 3000 abonnés, depuis Apollo 12, donc c'est putain, ouais. Mais juste aussi au niveau de. Je pense, juste pour revenir sur l'autocensure, je pense pas que ce soit. Une autocensure, c'est juste que si, mais au bout d'un moment en fait on en a marre de justifier. Donc quand on en a marre de justifier, on se dit bah en fait à quoi bon, j'arrête. Tu vois, moi il y a des trucs où je m'exprime plus du tout. Ouais. Je pense que Zioclo et Psyo ils sont au courant de quoi je parle. Mais on va pas dire ce que c'est. Mais des fois c'est fois c'est mieux. Et c'est vrai que je vais reprendre une métaphore qu'a fait Arnaud il y a quelques années. Tu te balades dans la rue, tu crois 50 personnes. Il y en a 49 qui te disent bonjour, il y en a un qui te crache à la gueule et qui te met une bille. Traité, connard. Voilà, tu rentres chez toi, t'as pas passé une bonne journée. Je témoigne de ça parce que moi, mon harcèlement scolaire, c'était exactement ça. C'est une infime minorité. Les gens sont bienveillants, sont indifférents. Une infime minorité qui m'a fait vivre un enfer, prof comme élève. Moi, j'ai connu ça aussi à l'école. Sur Internet, c'est pareil. Et on parlait justement parce que forcément, les gens dont on parle se revendiquent à gauche. Ne t'inquiète pas, pantoufle. Ça existe aussi avec la droite. Pourquoi tu parles de lui? Je peux. Non, mais parce qu'il disait, il pensait qu'on était un petit peu dans un fantasme. Parfois, on peut exagérer, mais aussi je suis d'accord avec lui, il faut aussi nuancer les choses. À droite, il y a exactement. C'est pas une question d'idéologie, c'est une question d'attitude. À droite, il y a exactement les mêmes tarés, les mêmes puritains, les mêmes gens qui veulent tout faire, qui veulent aussi faire la cancel culture, etc. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est très, moi personnellement, c'est très rare qu'il m'arrive vraiment une grosse, qu'il m'arrive un truc dessus comme ça. Mais les rares fois où c'est arrivé, bah tu gardes ça en esprit en fait. Voilà. Et pour te répondre, la censure, c'est pas une question d'État, c'est une question de qui donne la censure. Ça peut être n'importe qui, ça peut être tonton Gilbert, ça peut être l'État, ça peut être les reptiliens. Mais voilà. Mais je pense que ça a déjà été dit. Je vous dis bonne soirée, c'était super sympa. Vous êtes tous, très très sympas. Des bisous à toi, Astro. Voilà. Et merci de ta présence ce soir. Dans 4-5 minutes. Ok, et bah, en fait, on va aller sur la conclusion. Vas-y, pareil, j'ai une journée de boulot qui m'attend demain, je vais pas me coucher trop tard. Moi, je suis quota jeune et je suis quota minoritaire handicapé. Parce qu'il y avait que des mecs valides de 40 ans ici. Voilà. Et en plus, communiste, façon de parler, donc c'est très bien. Très bien. Communiste et suisse, moi j'y crois pas trop. Non, je suis pas communiste. Je sais pas, moi j'ai envie de te cataloguer. Il y a des trucs que j'aime bien, mais je ne le suis pas. Mais oui, moi, si moi j'ai un message à dire, soyez suisses, les gens. Soyez suisses. Arrêtez de vous casser les couilles avec l'Assemblée nationale. Soyez astronautes suisses. Alors du coup, on va faire le mot de conclusion. Je vais donner une forme de conclusion tout d'abord à Alexam sur cette discussion. Ouais, bah... Alors, je pense que la dernière intervention, justement, elle est intéressante parce que il y a cette idée que j'ai pas réussi à bien transmettre, que je vais essayer de transmettre, qui est de dire que tout le monde n'a pas le droit d'office à avoir une plateforme quelque part. Je veux dire, il n'y a pas de raison pour que moi, demain, j'ai droit à une plateforme sur... je veux passer à la télé, sur le journal télé, etc., juste parce que c'est moi. Donc parfois, on prend comme de la censure le fait qu'on ne soit pas invité quelque part. Je pense qu'il faut aussi se dire, bon, bah, des fois, voilà, on n'est pas invité parce qu'on ne nous invite pas. On a choisi de ne pas nous inviter. Donc ça existe aussi. Ça m'a fait un petit peu réfléchir à la discussion. Je trouve qu'il y a des choses que j'ai apprises sur les techniques d'annulation. C'est-à-dire que moi, je les pratique pas sur des choses qui sont anodines ou qui sont discutables. Je les pratique sur des choses qui sont vraiment indiscutables et factuelles et démontrées. Toi, t'as été menacé de mort, quoi, mais en mode sérieux, quoi. Je sais pas à quel point ce qui a été dit est vrai, mais ça me fait réfléchir. Je me dis, tiens, c'est vrai que j'avais pas pensé à ce détail-là. S'il y a des gens qui commencent à raconter n'importe quoi à Reebok et que Reebok a peur de son image et du coup préfère par principe ne pas financer telle ou telle personne, ça peut être très injuste pour la personne. Donc ça, c'est un argument que j'entends, que je trouve intéressant. Je pense que c'est réellement le cas. Hein. Même moi, je te dis, je connais un streamer qui était parmi nous, je peux pas dire son nom,
qui m'a dit que lui, par exemple, je vais pas dire à ses sponsors d'aller me voir parce que j'invite des gens chelous, je suis trop subversif façon de parler pour les sponsors, tu vois, genre vraiment. Et voilà. Je leur dis, je ne ferai pas de vidéo sur la dernière Ariane 5 parce que des gens ont entendu des trucs qu'il fallait pas sur moi et qu'ils ont peur parce que tu comprends, c'est une institution publique, etc. J'espère qu'il y aura aussi une compréhension de certains de mes arguments. Contrepartie sur ça, l'idée de se dire que premièrement la réaction qu'on a à la critique, surtout qu'elle est diversifiée, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier et arriver à répondre à la critique aussi de manière raisonnée et peut-être aussi écouter un peu certaines critiques et peut-être changer ses pratiques quand on les trouve pertinentes. Je trouve que ça manque un peu et rarement. Ça, c'est déjà le cas. Tu sais, c'est pas parce qu'on n'accepte pas une critique qu'on refuse toutes les critiques. Il y a aussi beaucoup de gens, j'ai déjà constaté, qui, quand on n'accepte pas leurs critiques, parce que dans le lot, je reçois aussi des messages absolument lunaires. Et il y a des gens, juste quand on n'est pas d'accord avec eux, leur conclusion c'est ouais, t'as le boulard, t'écoutes personne, t'écoutes pas les critiques, machin. Non, j'écoute pas ta critique. Mais ça veut pas dire qu'on n'en écoute aucune. Au contraire, j'essaye de tenir compte de tout ce qu'on me dit. Et puis il y a aussi un truc que les gens n'ont pas l'air de comprendre, c'est que, par exemple, tu crées un contenu et on va dire il est pas parfait. Ça, c'est le truc qui est très courant en ce moment dans la sphère sceptique. C'est un créateur de contenu crée un contenu. Et des gens viennent dire ah, ton contenu il est pas bien, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et parfois sur un ton vraiment. Oui, c'est plus juste de la discussion, quoi. C'est vraiment regardez comme il est nul. Et la critique, on peut l'entendre, mais on peut aussi dire, écoute, cette œuvre-là, elle existe. J'ai pas envie de revenir dessus. Elle est telle qu'elle est. Je tiens compte des critiques pour les suivantes. Par exemple, imaginons, t'as un film qui sort et dedans il y a un faux raccord. Il est sorti au cinéma, il a été distribué partout et tout le monde dit ah, ce faux raccord de La Mort qui tue, il est tout pourri et tout. Bah, le réal, il va pas dire ok, bon, je vais racheter toutes les copies, on va racheter toutes les bobines, tous les machins, tous les trucs, on va refaire le montage et on vous le redonne. Non. À un moment, il y a un truc, ça existe, c'est imparfait, ok, on a entendu les critiques, on verra pour la prochaine fois. Et ça, les gens n'ont pas l'air de comprendre non plus des fois que t'as fait une vidéo, elle est pas parfaite, mais elle se tient quand même, tu refuses de la virer. Bah, c'est pas que t'as pas entendu la critique, c'est qu'à un moment, t'as autre chose à foutre que refaire, dire et upload à chaque fois de chaque vidéo, parce que chaque fois, il faut corriger un truc. Je vais être un peu acerbe là-dessus, mais ces gens-là, ils ne créent jamais rien et ils n'osent jamais rien sortir parce que c'est jamais rien parfait. Mais à ce moment-là, tu sors jamais rien, tu fous rien, en fait. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Effectivement. Ouais. Après, je pense que moi, de l'extérieur, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des personnes qui ont très peu fait ce genre de choses que tu viens de dire sur les critiques concrètes qui leur sont faites. Et je trouve ça un petit peu dommage. Je pense que ce serait intéressant de faire un pas un peu plus fréquemment. Du coup, Alexam, il y a aussi un autre truc qu'il faut prendre en considération, c'est que des fois, on bosse, on a des journées, on a des moments de fatigue, il y a les gamins qui nous... Des fois, on a une bonne critique qui arrive, c'est juste qu'on n'est pas dans le bon mood. Tu sais, on est saoulé par la journée de travail, on est saoulé par les gamins. Tu prends la critique, même si elle était bien, des fois tu as envie de l'envoyer chier en fait, parce que voilà, tu te dis oh putain, j'ai juste pas envie, lâche-moi. C'est juste parce que en fait ça arrive au mauvais moment. C'est le mauvais timing, tu vois. Et des fois, t'es un peu plus ouvert au dialogue, t'es un peu plus détendu, et tu vas être un peu plus. Mais ça, par l'écrit, par internet, ça se ressent pas. Et des fois aussi, les gens donnent une critique, t'as l'impression que c'est condescendant ou agressif, et en fait, eux, quand ils ont voulu donner leur truc, c'était absolument pas dans ce sens-là, mais toi, t'as perçu ça dans ce sens-là. Parce qu'à l'écrit, on n'a pas l'intention émotionnelle, des fois. Parce que moi, des fois, je troll un peu sur Twitter. Il y a un gars qui dit, mais pourquoi je te pensais pas aussi vulgaire, aussi insultant? Je fais, ah non, mais c'est juste ma façon de parler, c'est bon, il y avait rien de méchant dans ma phrase, mais c'est vrai que j'ai oublié de mettre un petit smiley, j'ai oublié de mettre un petit truc qui faisait penser ça. Donc il y a aussi, dans tout cet amalgame, à rajouter ça aussi, des fois, c'est le timing et dans le mood qu'on est à ce moment-là aussi. Greg, il y a aussi un truc, c'est qu'il y a beaucoup de critiques qui arrivent au milieu d'une shitstorm, par exemple. Tu vois, on va prendre l'exemple du REC. Il y a eu des critiques constructives, mais quand tu te prends des tombereaux de merde, la critique qui arrive au milieu, à un moment, tu l'écoutes plus non plus, parce que les tombereaux de merde, à un moment, tu peux plus filtrer. Tu peux pas dire, ok, ça je prends pas. À un moment, tu mets un mur. Donc oui, certes, il y a des critiques qui arrivent à ce moment-là, mais juste, bah ouais, non, c'est pas le moment. C'est pas en pleine shitstorm que tu prends les critiques. Tu ne pourras jamais l'empêcher, tu peux toujours travailler sur toi-même en fait. Alors, pour libérer. Arriver à faire en sorte de ne pas écouter le tombereau de merde et de te dire
Il y a non, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, à un moment, tu peux pas faire le tri parce que tu es obligé. En fait, pendant une shitstorm, le truc, parce que je commence à avoir un peu de bouteille dans le domaine, je vais te raconter comment ça se passe. C'est simple. La shitstorm, tu peux bien la vivre si tu t'en tiens à distance. C'est-à-dire que si tu lis chaque commentaire négatif, à un moment, tu finis comme les collègues au reg qui ont des envies suicidaires ou des trucs comme ça. Il faut être capable de prendre de la distance avec ça, voir ses copains ou ses collègues, se soutenir, ce machin, mais il faut vraiment prendre des distances avec les messages négatifs. Le problème, c'est que comment tu fais le tri entre les messages négatifs et les critiques constructives, sans tout lire? Et le problème, c'est que dans un cas comme ça, c'est du 95-5% ou du 9-1, enfin voilà. T'es obligé, pour voir les critiques constructives dans le lot, de te taper les tombereaux de merde. Et ça, t'as pas envie. Donc à un moment, tu dis je lis rien, et il y a des critiques dedans, mais juste... Et puis après, il y a aussi autre chose, c'est que quand t'es sous pression comme ça, parce que pareil, maintenant, je commence à avoir le cuir tanné, mais les premières shitstorms, tu dors pas pendant des jours. Tu ne peux penser à rien d'autre, tu ne peux pas travailler, tu as tout le temps ça à l'esprit. Qu'est-ce qu'il est en train de se dire sur moi? Qu'est-ce que machin? Quand tu es dans cette situation-là, déjà, t'es pas tout à fait toi-même, tu dors pas, tu as du mal à raisonner aussi, tu sais pas comment réagir, et à ce moment-là, il y a une critique constructive qui arrive. Tu viens de te prendre 10 insultes, et là, il y a une critique constructive. Ben, même si c'est tourné gentiment et tout, des fois, voilà, tu dis juste, va te faire foutre. Parce que t'as tellement été conditionné, t'as tellement été agressé avant, le meilleur moyen de rendre quelqu'un agressif, c'est de l'agresser. Voilà. C'est ça le truc, c'est qu'on parle de shitstorm, hein. C'est pas des petites critiques, on parle de menaces, d'agressivité, de vulgarité. Parce que si je dis ça, juste, c'est parce que il y a des critiques qui viennent hors shitstorm et elles sont d'autant plus faciles à accepter. Mais la majorité des critiques, y compris constructives, arrivent dans des cas où on est particulièrement exposé, c'est-à-dire pendant les shitstorms. Genre, t'as la vidéo, l'événement qui shitstorm. Bah forcément, si ça shitstorm, c'est que les gens ont un truc à dire dessus, et donc que d'autres vont aussi avoir des critiques à mettre dessus. Mais du coup, bah oui, il faut reconnaître, c'est pas le moment. Alors que le contenu qui ne shitstorme pas, bah il y a aussi des critiques, mais bah il y en a moins parce que le contenu est peut-être moins critiquable ou juste moins vu ou que sais-je. Et à ce moment-là, bah les critiques, il y en a moins, c'est plus facile de les accepter, mais ça se voit moins aussi qu'on accepte les critiques à ce moment-là. Par contre, la majorité des critiques sont émises pendant les shitstorms, mais arrivent au pire moment, et c'est pas forcément le moment de les écouter, ni de les recevoir, ni de rien. Et donc oui, ça peut donner l'image de quelqu'un qui se braque, qui n'écoute aucune critique et tout, mais c'est pas forcément vrai. C'est juste que c'est pas le moment. Alors, quoi. Tu parlais de ton histoire juste avant, parce que Greg va pas tarder à y aller, je vais te laisser conclure du coup, Greg, avant que tu y ailles. Je te laisse faire une petite conclusion par rapport à tout ce qui se dit. Je crois qu'il y a une vraie différence de vision qu'on a marqué là, en tout cas que tu as marqué dans ta conclusion, Alex, qui est vraiment, je pense, une vraie différence anthropologique, vraiment profonde. C'est que tu as dit, le fait, en gros, tu dis vous n'avez aucun droit à être sur telle ou telle plateforme ou à avoir un partenariat avec telle ou telle entreprise, ça vous est pas dû de facto. Ben, je pense que si. Je pense que si, parce que... C'est un peu le principe de la liberté d'expression, et surtout à l'heure des réseaux sociaux où tout le monde peut s'exprimer. Exactement. Alors, je pense alors bien sûr, si on revient à l'état de nature le plus absolu, d'un point de vue très conservateur, pour le coup, on n'y a pas droit par nature. Mais on a inventé un truc qui s'appelle le droit naturel, et qui garantit normalement, si on est un tout petit peu libéral, dans le bon sens du terme, qui garantit qu'on a le droit à un certain nombre de choses, si. Et le premier d'entre elles, c'est la liberté d'expression. Et bien sûr, on est toujours dans le débat la camisole versus l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi, c'est pas que tu as le droit de parler devant un mur. C'est que, par exemple, quand il y a un site qui s'appelle YouTube et qui représente 95% du marché mondial dans la création de contenu vidéo, en fait, ça devient de facto l'esprit de la loi que tu aies un accès équitable à cette plateforme-là. Quand tu as un réseau social qui s'appelle Twitter et qui contrôle pareil 80% du marché de l'expression textuelle des gens sur l'espace internet, tu as le droit naturel et fondamental qu'on te garantisse, à moins de ouvertement outrepasser la loi, d'y être traité de façon équitable. Et même sur l'aspect économique,
si, bien sûr que Rebook a sa liberté de pas faire de contrat avec moi. Par contre, moi, j'ai le droit naturel et fondamental à évoluer, droit qui est violé tous les jours par nos gouvernants, mais bon, c'est pas la peine d'en rajouter. J'ai le droit à un marché équitable. J'ai le droit d'évoluer dans un marché dans lequel j'entre, je sors, et j'évolue librement et sans contrainte. Et j'y ai ce droit fondamental de ne pas devoir, parce que c'est pas que des pressions économiques. C'est au final une contrainte à une vie alternative qui t'est reprochée après. Je comprends totalement que France Inter ne me propose jamais de bosser chez eux. Et je comprends totalement que Radio Athéna non plus. Par contre, quand un mec vient me voir en disant « Non, moi ça me dérangerait pas, mais il y a pression », là il y a rupture, pour moi, d'un droit naturel. Et c'est une différence libérale-conservateur qui existe depuis belle lurette, indépendamment des conceptions gauche-droite. Mais je crois qu'on a le droit naturel à évoluer dans un espace où les règles sont les mêmes pour tout le monde. Et je crois qu'on a vraiment le droit d'avoir accès à une tribune d'expression, et que quand tu as des monopoles absolus dans certains domaines, YouTube, Twitter, etc., tu as de facto le droit naturel fondamental d'y avoir ta place. En tout cas, parce que l'exemple que moi j'avais pris est très différent du tien. Toi, tu prends comme exemple les plateformes YouTube, etc., qui sont accessibles à tous. Moi, je parlais du journal de 20h. Dans mon exemple, tu vois. Tu n'as pas un droit fondamental à passer au journal de 20h, c'est ça que je disais. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu as un droit fondamental. Si cette hiérarchie-là, si cet organe, cette société estime que que ce serait intéressant de te faire passer sur leurs ondes, si par contre ils restreignent ce jugement parce qu'ils ont peur des conséquences économiques, là, si, il y a atteinte. Non, parce qu'ils ont une mission d'information. Ils ont une mission d'information. Et si tu es un désinformateur qui raconte n'importe quoi sur les vaccins, par exemple, et que c'est pas le propos. C'est pas le propos là. Non, regarde, Greg, il pourrait être invité à France 2, il pourrait être invité, tu sais, genre des trucs chaîne publique. Tu restreins volontairement le spectre du débat à un point de vue scientifique et donc sanitaire sur lequel on sera d'accord. Mais moi, je te parle pas de gens qui mettent en danger la vie des autres. Je te parle de gens qui expriment une opinion. L'affaire Dieudonné, c'est un bon exemple du coup, parce qu'au tout début, en fait, il s'est vraiment éjecté au fur et à mesure en disant ouais, mais t'es moins fréquentable, quelle est ton opinion sur tout ça? Et puis après, ça part de plus en plus en couille, et au fur et à mesure, il va s'éloigner parce qu'on considère qu'il doit s'éloigner aussi. Et je pense que ça joue beaucoup quand même. Enfin, je sais pas. Alors attendez, petite conclusion de psychodélique sur tout ça. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, cette cancel culture, ce lobby citoyen et bien entendu le sujet évoqué. Quelle est ta conclusion sur toute cette discussion? De toute façon, on va pas résoudre ce problème. Il y a toujours un problème en fait de cette pureté militante qui cherche absolument à restreindre les libertés des autres personnes juste parce qu'ils osent donner une opinion qui va pas dans leur sens et qui se permettent une violence et une agressivité hallucinante alors qu'ils reprochent juste des mots comme « Oh, il a dit, il est fou !» alors qu'eux, ils se permettent des trucs de dingue. Mais moi, ce que je retiens de tout ça, c'est, regardez, la discussion qu'on a eue ce soir avec des gens comme Pantoufle, avec toi, Alexam, qui sont diamétralement opposés sur des opinions, mais on a pu avoir une discussion humaine, adulte et mature, en fait, sans s'écharper, voire même rigoler ensemble à 2-3 vannes, et juste de partager une bière ensemble en fait, et c'est faisable, et c'est ça qu'il faut absolument essayer de garder, c'est-à-dire qu'il faut pas silencier la personne d'en face. Si la personne d'en face elle est professionnelle, elle est adulte, il faut garder le dialogue ouvert. Il faut absolument garder le dialogue ouvert et continuer à discuter. On n'est pas d'accord, mais on peut continuer à discuter tranquillement, sans s'écharper, sans aller agresser, sans aller insulter, sans aller le maudire sur 4 générations, et ce genre de choses en fait. Très bien. Et Satsujin, toi, quel est ton avis sur tout ça et ta conclusion par rapport à tout ça? Je vous ai écouté d'une oreille attentive, puisque je pénétrais à nouveau dans un univers que je découvre mois après mois. Voilà. Je dois dire d'ailleurs que j'en veux beaucoup à Psycho qui m'a valu ma première shitstorm, puisque quand j'ai c'est malin. Mes vidéos, je m'en suis pris plein les gencives, j'ai pas compris pourquoi, alors je me suis penché un peu sur le problème. Je suis l'antéchrist. Mais je regrette pas, c'était vraiment très très bien, et puis à charge de revanche, je ne demande qu'à refaire une. Je crois que je me prends moins de coups de genoux dans les gencives quand je fais des vidéos un peu provoques, comme celle la dernière que j'ai faite sur Sagawa par exemple, avec Nico. Je me prends peut-être moins de coups de batte dans le museau que quand j'ai invité Psycho. Je ne sais pas pourquoi, il va falloir qu'on en parle et que je demande à des sociologues d'analyser ce phénomène. Voilà, je suis assez navré souvent qu'un espace de liberté comme
comme devrait l'être YouTube, que je compare souvent. Moi j'ai commencé à produire des choses dans les années 80 à travers les fanzines. J'ai été éditeur de fanzines pendant longtemps et je trouvais qu'il y avait cette espèce de liberté de création où tout le monde pouvait faire quelque chose et le montrer aux autres sur YouTube. Et bon, je parle pas uniquement des règles totalement absurdes qui pop tous les mois avec les règles d'utilisation et de la communauté qui font beaucoup de mal à la spontanéité de beaucoup et puis à la création tout simplement. Mais je parle aussi peut-être aussi de cette espèce d'œil permanent de certains à vouloir traquer le petit détail qui fera que, on parlait du déshonneur par association tout à l'heure, parce qu'on connaît un tel ou une telle, forcément on doit... Il n'y a plus besoin de connaître, hein. Il y a juste besoin de croiser. Hein. Psycho il parle de jeux vidéo avec Conversano, moi j'ai invité Conversano dans mon salon, je suis son fils quasi, quoi. C'est très bizarre. Il y en a, ils ont dit il m'a lancé, tu vois, c'était rigolo, quoi. Bref, vas-y, bref. Oui, mais voilà, entre autres. Enfin, moi après, je suis plus près de la fin que du début, mais. Ok, vouloir faire c'est con, cette soirée. D'où ma production vidéo. Voilà. Moi, c'est vrai que là, je vois un peu tout ça d'un œil global et j'ai tendance à me dire que on a pas mal reculé par rapport à beaucoup de choses. Je vois l'omniprésence, enfin le retour des religions, par exemple, dans le dialogue et dans le discours public que je pensais effacé. Moi, ça fait partie des choses que je combats depuis que je suis tout petit et que je ferai jusqu'à la fin. De voir que ça s'immisce petit à petit dans le discours de ceux qui autrefois étaient les garants de l'humanisme et de la liberté me navre, de voir que les religions reprennent une espèce de force dans le débat public et aussi sur les plateformes me fait sortir de mon slip à reculons et je parle de toutes les religions, hein. Pour moi je suis un gros amalgameur là-dessus. Ça me navre de savoir que ça peut être à la base de censure ou d'autocensure, ça me navre aussi. Voilà, j'aimerais qu'on puisse dire à peu près tout et n'importe quoi tant que ça reste dans le cadre de la loi. C'est assez débile ce que je suis en train de dire, mais après tout, je commence à plus avoir toute ma tête, donc j'ai le droit. Hein, sinon, c'est discrimination. Et voilà, c'est peut-être une conclusion un peu d'observateur. C'est ce que j'ai fait. Par contre, j'ai pas beaucoup parlé, mais j'étais assez intéressé. Je laisse connaître les avis des uns et des autres, dont j'apprécie le travail pour ceux que je connais. J'aurais aimé pouvoir apporter peut-être un œil de vieil humaniste à l'ancien sur ce qui s'est dit. Bon, on n'est pas rentré dans des détails peut-être dans des sujets qui m'auraient peut-être permis de parler un peu plus. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler à nouveau. Par exemple, à l'occasion de la sortie de ce merveilleux ouvrage que je vous conseille. Voilà. C'est quoi le nom de l'ouvrage? On n'a pas vu. Ah ben. C'est quoi le nom? Le manga de Saga. De Saga. Ah oui, c'est là où il y a des petits. Voilà, il mange des gens et en même temps il fait l'amour avec des trucs bizarres. Mais c'est une BD. Interdit aux moins de 18 ans quand même. Hein. C'est pas pour les hommes moins de 18 ans qui a été censuré pendant des années. Je l'ai traduit à la fin de l'année dernière. On l'a sorti chez Serial Pleasures en anglais. Au mois de février, là il est sorti cette semaine chez Camion Noir, enfin avec beaucoup d'autres livres qui... Bon, enfin voilà, c'était juste pour dire qu'il y a des choses, qui m'agacent. Il y a aussi les polémiques qui sont en train d'émerger là sur les chaînes de True Crime et surtout sur la mienne, je ne sais pas pourquoi, avec les accusations de profiter du malheur des gens qui me font rire à un point vous n'imaginez même pas, parce que nous c'est vrai, on fait notre beurre sur la mort et sur la désolation à hauteur pour moi de 500 balles par mois sur YouTube, mais on donne des Golden Globes à la série Dahmer que des millions de jeunes filles ont regardé en se pâmant devant l'esthétique et qui pour moi n'est pas... plus c'était mauvais, hein. Très mauvais Dahmer la série, hein. Franchement. Ouais, ou alors il faudrait peut-être arrêter l'hypocrisie et accepter le fait que la société tout entière est prise de curiosité morbide dès qu'il y a un truc un peu chelou. C'est ça. Complètement. Elle a toujours été fascinée par la mort. Elle a toujours été fascinée, surtout dans une société. Enfin, on va pas rentrer là-dedans à cette heure-là, mais dans une société dans laquelle la mort est de moins en moins présente et qu'on la délègue de plus en plus. Le fait de voir des gens qui la donnent de façon consciente et pensée, voilà, même de façon esthétique parfois, comme une espèce d'œuvre d'art, comme ça a été le cas de Sagawa, ça fascine forcément. Alors chez Belmar, ça passe parce qu'il a des bretelles et une moustache.
Ok, bon, c'est une moustache. Ouais. Pas de brosse. Ah, t'as trop un look qui fait peur, c'est ça le truc. Et tu parles à un cannibale. C'est la vérité. Ouais, aussi, oui, mais ma dernière vidéo est faite avec Nico, qui est un garçon très bien gentil. Et qui me... Mais ouais, c'est ça. Nico comment Nicolas Clos. Ah oui, il fait partie de la bande qui me menace de publier mon adresse. Oui, ah bah oui. Ah bon, attends, mais Nico te menace, mais c'est pas gentil. Bah, alors, je vais parler clairement d'une chose, comme ça on va. Vas-y. Alors il y a une personne qui s'appelle Cyril Mandre, qui est un groupe de black metal néo-nazi. Ok. Qui s'appelle Gestapo 666, le groupe. D'accord. Il y a un indice. Je vois pas trop quoi, mais bon, je m'exprimerai pas. 666, j'imagine. Je ne vois pas quoi d'autre. Il a posté mon adresse postale. Bon, c'est les premières paroles de sa démo Gestapo 666, c'est je sais plus, Heil Hitler, des trucs comme ça. Quoi. D'accord, il y a que ça dedans. Donc, le gars a posté mon adresse postale sur les réseaux sociaux. Et a incité à me rendre une petite visite parce que je fais annuler des concerts de groupes NSBM. Ça veut dire quoi NSBM? Alors, National Socialist Black Metal. D'accord. Ouais, ça va. C'est du black metal. Il y a le début qui compte, mais... qui ont liké ce truc et qui ont commenté ce truc. Et donc j'ai regardé qui sont toutes les personnes qui ont commenté en disant qu'ils allaient me rendre visite, qu'ils allaient machin, et sont apparus dans ce réseau. Un certain Jean-Baptiste Sun qui a fait une tournée avec Nicolas Clos en Italie où ils sont allés prendre, où ils sont allés recueillir devant la tombe de Mussolini, où ils sont allés acheter du vin avec la gueule d'Hitler dessus en disant que c'était de très bon goût. Donc ouais, ces groupes, c'est un truc de niche ou ils font fureur? Un truc de niche. Voilà, quand j'entends le mot four, noir, ça sent le gaz. C'est Nicolas Clos qui est derrière. Tout de suite, j'ai beaucoup de warnings qui sortent. Oui. D'autant plus que je sais avec qui il a fait une tournée en Italie là récemment, avec ce Jean-Baptiste Sun du groupe Vouivre, qui est un fork en fait, qui est très proche de Peste Noire et de tous les néo-nazis. Voilà. Donc je vous invite à vous documenter un petit peu sur ça, parce qu'effectivement là on rentre dans du très dur. Et c'est justement quand on se documente pas, quand on ne regarde pas et qu'on voit pas ce genre de limite, qu'on se retrouve chez un éditeur comme ça, qu'on se retrouve à les inviter, qu'on se retrouve à parler avec eux autour d'une bière en rigolant avec eux. Non mais moi j'ai une question. Justement, j'ai une question pour Satsu. Vas-y, Satsu. Je connais Nico depuis des années. Vas-y, Greg. Bonne soirée à toi, merci beaucoup. Et je vais laisser répondre Satsu. Vas-y, Satsu. Parce que moi c'est pareil, j'ai reçu justement Nico et sur le NSBM on n'a pas spécialement parlé, mais je te laisse prendre la parole par rapport à tout ça. Non, enfin moi pour le connaître personnellement depuis pas mal de temps déjà et je pense être son ami, je pense qu'on est amis. J'ai pas jamais eu vent de relations. Alors je sais qu'il fréquente énormément de gens qui sont très limites, des tueurs en série, des cannibales, des tueurs récidivistes, des youtubeurs américains très limites parfois sur certains trucs, mais bon après ça reste du spectacle aussi. Mais je n'ai jamais, j'ai jamais entendu ou vu autour de lui des gens qui soient dans cette mouvance-là. Lui-même est très peu intéressé par la politique, puisqu'il souhaite que l'humanité crève dans son intégralité. C'est pas de la politique, le néonazisme, je te rassure. On va peut-être pas partir sur ce débat. Ouais, c'est chaud là. Je simplement à regarder sur mon Twitter Alex Sam TG. Ta gueule, mais c'est gaz, en fait, c'est gaz lacrymogène. Je vais essayer de retrouver. Vous savez, faire des recherches from, etc. Tu mets ça et tu rajoutes Nicolas Clos. Et tu auras les photos. Nicolas Clos, il avait. Tu auras un fil Twitter. Mais Nicolas Clos, il a commenté par rapport à toi, genre sur les menaces. Alors lui, il n'a pas directement commenté, mais il a été liké par son pote Jean-Baptiste Sun-Henri. D'accord, d'accord. Mais c'est juste qu'il connaît le gars en fait. Il y a des petits ça me rassure. Non, parce que j'allais dire, c'est bizarre quand même, parce que ouais, c'est pareil, je le vois pas. Enfin bon, après peut-être que. Je vous invite à regarder tout le fil en entier, parce que je pense que. Par contre, c'est vrai que c'est pas des gens. Parce qu'en fait, c'était un peu ce que je voulais aussi dire dans la conclusion. Je comprends qu'il y en ait qui parlent de déshonneur par association parce qu'eux-mêmes ils se sentent pas du tout fachos, etc. Mais quand on se retrouve à inviter à sa table quelqu'un qui prône ou véhicule des trucs néo-nazis aussi hardcore que ça,
il y a de quoi se poser des questions, peut-être à se remettre en question soi-même. Et donc je pense que après trouver à table avec quelqu'un. Excusez-moi, si je puis me permettre, Nico évolue dans les sphères satanistes pures et dures. C'est d'ailleurs plus ou moins comme ça qu'on s'est connu. Alors moi je suis pas pur et dur, mais bon, on va pas s'étaler. Curieux quoi. Et il se trouve que dans ces milieux-là, on peut croiser par moments dans certains types de satanisme des gens qui ont quelques convergences vers les idées extrémistes, donc il se peut que ça soit pour ça qu'ils le connaissent, parce que là en l'occurrence la tournée en Europe qu'il a faite, il n'a pas été qu'en Italie, il a fait la Suisse, l'Allemagne, enfin dans plein de pays. Il faisait une tournée avec le congélateur de Armin Meiwes, le cannibale allemand, dans lequel il stockait la viande de ses victimes, et donc il faisait tourner son frigo en Europe pour que les gens puissent l'approcher, se mettre dedans, enfin faire drôle de fétiche, quoi, chacun son délire. Je suis sur le thread d'Alexander Samuel là concernant ce Nico. Je sais pas qui c'est ce Nico, mais il a l'air plutôt chaud. Hein. C'est bizarre. Bon, après j'ai pas vu son Twitter, Nico. J'allais voir le Twitter. Et avec tout ça, après on me dit c'est moi qui suis le plus problématique et c'est l'antéchrist. C'est toi qui faut corset là, psycho. Ouais, bah t'es un SBM. Pareil, je me dis mais c'est quoi le lien entre moi et des gens comme ça c'est là où on voit qu'il y a une sorte de grand écart. Tiens, Alex, je laisse reprendre, vas-y. On t'entend plus, Alex. T'es muté. Vas-y. Donc ouais, j'avais fait un petit live, je sais pas si ça a réussi à marcher dans le Discord au moins pour que vous puissiez voir. Mais globalement, je trouve que j'ai retrouvé la photo. Hein. Il y a Jean-Baptiste Sunenry qui partage une petite photo avec un vin avec la moustache d'Hitler. Et puis ensuite, il y a Nicolas Clos qui met un petit cœur en dessous. Donc c'est malin. Parce que les paroles de ces chansons sont quand même voilà. C'est malin. Je connais pas le truc, donc je vais pas m'exprimer sur un truc que je ne connais pas, mais j'en parlerai avec lui directement. Je pourrais peut-être même l'appeler directement comme ça. Il va dire tu vas m'envoyer une carte. Donc, globalement, je pense pas qu'il faille. Parfois, on n'est même pas conscient, on s'intéresse pas à ces choses-là. Quand on ne lutte pas contre ça, quand on n'est pas vraiment engagé contre le fascisme ou le néonazisme, finalement on va pas chercher, fouiller, etc. parce qu'on veut pas que ça nous arrive à nous-mêmes de toute façon, parce qu'il y en a qui sont victimes de ça, ils ont l'impression qu'on les fouille, du coup ils ont pas envie de fouiller les autres non plus. Mais du coup, attends, mais moi je vais te couper, mais du coup t'es vachement loin dans le militantisme et dans l'antifascisme et tout, je comprends. Là t'es vraiment en dixième dessous, on arrive à des entités assez incroyables que tu dis même comment ils peuvent être encore humains. Et c'est quoi le rapport avec moi, avec Astronogeek, juste parce qu'on a dit un bouquin de Camion Noir et que l'éditeur Nicolas Clos c'est cet éditeur. Non, je parle pas de ça. Non, mais ça, je parle de ça. Mais tu sais, quand tu reprochais à Astro qui dit ouais, mais t'as dit il est fou, tu vois, c'est un peu psychophobe. Moi, on me dit, on me reproche des fois. Non, mais il y a aucun rapport. Mais je veux dire, il y a peut-être des combats plus importants à combattre. Ah, mais je veux même les combats plus. Il est fait aussi. C'est ce que je vous disais depuis le début. Moi, je ne regarde pas tous vos contenus, j'ai pas le temps. C'est le seul gauchiste que je connais qui se bat vraiment contre des trucs un peu plus sombres, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je vous ai dit. Là, je pense que tu prends même le plus gros des droitards à la con, tu lui dis que ton combat c'est ça, il va dire. Mais même Cro-Blanc, même Cro-Blanc pour. Je suis pas sûr pour Alexam, c'est le pire des néo-nazis, tu vois. Je pense que là-dessus, tu feras un consensus à peu près correct. Sauf peut-être Darmanin, il faudra lui poser la question, mais il va dire non. Tu considères comme Antifa, Alexam ? Bah oui. Moi j'ai jamais rencontré un Antifa comme ça, mec, t'es plus Antifa, tu le sais pas, c'est tout. Mais si, Antifa. Ah si, clairement Antifa. Tu le mets genre, là tu le mets genre, c'est pas juste qu'il est plus dans la violence vis-à-vis des gens. En fait, j'ai une époque où j'ai effectivement fait un peu de baston et enfin, il y a des logiques Antifa qui. Donc t'es un Antifa modéré. Attends, laisse-le finir. Tenir la rue, etc. J'ai choisi une autre approche avec le temps. Je me suis dit il y a des logiques, j'ai pas envie de nécessairement dire que c'est des mauvaises logiques, chacun a sa stratégie. Il y a une stratégie qui existe qui consiste à dire on doit tenir la rue, on doit tenir les milieux culturels, on ne doit pas laisser de place aux idées fascistes, à l'intolérance et à ces choses-là. C'est le paradoxe de Popper pour ceux qui Mais au-delà de ça, la loi elle est déjà là, la loi pour ça. On n'a pas le droit de faire des trucs sur le nazisme. Je te donne un exemple, parce que moi j'en ai connu des ratonnades et des trucs comme ça. Quand t'as un concert de rap, de hip-hop qui a lieu, ou de reggae par exemple, et qu'il y a une descente de footballeurs hooligans qui ont trop picolé, bon c'était vieux de 10 ans, hein, mais voilà, qui ont trop picolé.
Dont des gens du coin. C'est pas des Anglais là du coup, effectivement. C'est plus sur les Français. Ils ont vu l'affiche parce qu'ils étaient complètement bourrés en sortie de stade et qui voient une affiche de concert reggae qui décident d'y aller pour se taper, pour taper les gens. Et qu'ensuite la salle appelle les flics et que les flics font limite des checks avec les gars et les laissent taper et puis ensuite voilà. Tu comprends que la loi n'est pas toujours voilà, ne suffit pas toujours. Donc effectivement il y a une logique qui existe dans les milieux antifascistes qui est de s'opposer physiquement, de manière autonome et structurellement au fascisme. Et moi ça m'est arrivé par exemple de faire des maraudes pour des migrants où il y a des gens qui voulaient m'empêcher d'aider les migrants parce qu'ils avaient peur du grand remplacement, etc., et qui allaient m'agresser physiquement. Donc il y a des moments où on n'a pas le choix que d'essayer de se défendre face à des attaques et des agressions physiques. Il y a une tactique qui consiste à dire on ne souhaite pas laisser ces idées progresser, donc il ne faut pas leur donner de tribune, il ne faut pas leur laisser de place. Si quelqu'un montre un bouquin de Camion Noir à un écran, il a montré Camion Noir, il a donc permis à ces idées-là d'avoir une légère audience, quelque chose, et c'est ça qu'il faut. Désolé Alex. Je donne cet exemple-là que je gagne ma vie aussi, hein, c'est mon éditeur. Très loin, j'explique la logique, la rationnelle qui est derrière, que j'ai choisi d'un petit peu abandonner parce que je pense que cette rationnelle est efficace dans un monde où on est entre guillemets majoritaire, où il n'y a pas, je sais pas, quasiment 50% de RN et 20% ou 10% de Zemmour ou je sais pas quoi. Enfin, dans un monde où il y avait 10% de FN, ça passait encore. Dans un monde où maintenant il y a 50% de Rassemblement National et 10 à 20% de Zemmour électoral, 50%. c'est à mon sens beaucoup plus compliqué d'avoir une telle stratégie. C'est pour ça que j'ai choisi une stratégie. Et je choisis une stratégie où je ne partage jamais des contenus que je trouve problématiques. Donc je choisis d'inciter à ne pas partager. Et je discute, je parle, je donne mes idées, j'essaye d'avancer. Je y vais à visage découvert, je m'en cache pas. Voilà, je le fais comme ça. Et ça me dérange pas du tout d'essayer de m'opposer à certains discours et d'aller sur le terrain. C'est quelque chose qui est reproché par les personnes qui justement sont dans une stratégie de fermer les portes. Parce que eux ils disent, bah du coup tu leur donnes de la visibilité, les gens qui t'aiment bien vont regarder aussi, vont être exposés à ça, et tu leur donnes... Ouais mais c'est pas un peu... Est-ce que c'est pas un peu infantiliser les gens? C'est pas pour infantiliser. Toi tu n'es pas capable de faire la différence entre un contenu nauséabond et un contenu de qualité, etc. Parce que moi quand je vois une vidéo qui pue, je m'en rends compte et je dis oui, bah, je vais regarder autre chose. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me le dire ou quelqu'un vienne m'interdire ce contenu pour que je me rende compte que c'est pas terrible. Et puis, moi, comment il s'appelle l'éditeur là, peu importe, à la limite. Ouais, bon, on me montre un bouquin comme ça en me disant c'est pas mal. Je dis oh, ok, c'est pas mal. Le jour où je tombe dessus, je dis ok. Et si ça m'emmène vers un contenu qui est beaucoup plus craignant, je vais dire oula, ouais, non, ça c'est pas ma cam. Mais je vais me le dire. À un moment, je pense que les gens ne sont pas non plus tous influençables au point que si jamais tu les exposes même de loin à des idées un peu extrêmes, ils vont y adhérer d'office. La plupart des gens sont quand même capables de dire ouais mais ça... Je tiens à dire quand même pour la défense de mon éditeur qu'il n'y a aucun contenu dans les éditions Camion Noir basé. Il y a des biographies d'artistes, ils viennent de ressortir l'autobiographie d'Ozzy Osbourne, je vois pas ce qu'il y a de fasciste là-dedans. Il y a des livres de true crime principalement, dont ceux de David Descartes que je connais, qui est plutôt à gauche. Enfin, bon, après... Je peux faire chier, mais je crois qu'il y a Soleil Noir quand même, ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, pardon? Il n'y a pas Soleil Noir ou un truc comme ça aussi? Bah, il y a... Attends, il doit y avoir 300 bouquins... Je sais qu'il y a 2-3 livres qui sont tendancieux, façon de parler, mais après c'est normal, c'est une maison d'édition qui tend vers des trucs extrêmement particuliers aussi, donc c'est logique. Enfin, oui, bah comme j'ai lu à l'époque, porter la collection rouge là avec des trucs qui n'étaient pas franchement très très recommandables non plus. Enfin bon, pas faire le procès d'un éditeur parce que le directeur de publication d'une collection connaît un mec qui est craignos. Bon, sinon, enfin, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'association, par rapport aux invités qu'on peut avoir sur ces sponsors. Moi, Nico me sponsorise des vidéos. C'est pas pour ça que comme il connaît quelqu'un qui, enfin bon,
on s'en sort plus. Après, je comprends ce que tu veux dire, mais tu regarderas mon fil Twitter en détail pour faire l'idée. Mais globalement, je voulais répondre à Astronogeek là, sur ce qu'il a dit. Et je comprends son argument. On a l'impression qu'on infantilise les gens quand on leur dit tu vas pas arriver à faire le tri, à comprendre, etc. Non, la logique qu'il y a derrière, c'est pas d'infantiliser les gens et de leur dire tu comprends pas. La logique, c'est premièrement de ne pas exposer à des contenus, de ne pas donner de visibilité à des contenus ouvertement extrêmes, même si tu les rejettes, parce que ça ouvre la fenêtre d'Overton. Donc ça, c'est une première chose. Tout le monde connaît, je pense, la fenêtre d'Overton, on peut le préciser. Oui, non, mais on connaît. Donc en gros, l'idée étant de couper l'herbe sous le pied à ce genre de contenu, qu'il ne soit pas visible, dans le but de ne pas ouvrir la fenêtre d'Overton. Donc effectivement, c'est une stratégie qui se tient, qui est cohérente, qui n'est pas infantilisante, mais qui a une efficacité qui peut être relative et qui, je pense, malheureusement, crée aussi un ouin-ouinage d'extrême droite. Un ouin-ouinage comme ça, qui est... attention, je parle pas de vous précisément parce que je ne vous connais pas, je ne sais pas les contenus que vous avez fait, je ne le dirai pas sur vous comme ça. Par contre, il y a des gens qui font des contenus vraiment ouvertement antisémites ou violents et qui ensuite disent on n'a plus le droit de rien dire, on nous empêche de parler, c'est de la censure, c'est ci, c'est ça, et qui ont ces propos-là. Et donc du coup, évidemment, c'est un effet stressant, en quelque sorte, dont ils se servent pour recréer de la visibilité à leur contenu. Donc effectivement, stratégiquement, moi j'assume ces stratégies, je me dis, il y avait une époque où on essayait de faire ça de frontal, de bloquer, de pas donner l'accès, etc. etc. Cette époque était efficace quand il n'y avait pas beaucoup de contenu comme ça, quand il n'y avait pas beaucoup de monde qui y était, quand il n'y avait pas non plus Internet où tout le monde pouvait justement faire des vidéos et faire ce qu'il voulait sur Internet. Tout le monde n'avait pas une visibilité, tout le monde ne pouvait pas être un média aussi facilement. À l'heure d'aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans une stratégie où je me dis, je préfère discuter, parler, essayer de convaincre, essayer de donner des idées et exposer même les publics qui n'ont pas l'habitude d'avoir un gaucho comme moi ou un antifa comme moi en contact pour qu'ils voient ces choses-là. Je pense que justement, ça vous fait réfléchir le fait que sur le détail de Camion Noir, et encore une fois, je te connaissais pas, Satsujin, je suis pas du tout contre toi, et je pense que le fait que tu es cet éditeur, je comprends que tu as envie de le défendre en plus. Ça fait pas de toi une mauvaise personne, rien du tout. Par contre, le fait que tu n'aies pas connu ça, que tu te sois pas renseigné sur ça, que tu ne le connaisses pas, j'espère que maintenant tu pourras te renseigner, te documenter, en tenir compte et puis réfléchir à ça aussi et puis te dire tiens mais comment ça se fait que je me suis retrouvé chez un éditeur qui à côté de ça like des photos comme ça. C'est le seul cannibale français sataniste, frère. Ouais, qui édite des livres et qui a plein d'objets spéciaux. Pardon, vas-y. Nico, si on veut parler de lui, il a des casseroles un peu plus retentissantes que celle-là. Bien sûr, évidemment. Mais je pense que il y a une forme d'attraction pour les tueurs en série et pour les cannibales et pour tout ça qui existe et qui est que tu mettais en avant et qui est la raison pour laquelle tu tolérais ou tu acceptais de t'intéresser à lui ou de d'échanger avec lui. Mais je pense qu'à côté de ça, il y a des choses justement sur l'antisémitisme, le néonazisme, etc., qui peut-être t'amèneront à réfléchir. Alexam ? Vas-y. Ouais, juste pour dire, Alexam, je comprends en fait son raisonnement et je suis choqué qu'il se considère comme antifa. Moi, à titre personnel, j'ai jamais vu un antifa comme ça. Pas le griller là, arrête. Mais t'as pas compris, c'est un antifa avec une fenêtre d'Overton qui va te faire aimer les antifas. Non, mais même si je partage pas dans sa totalité son raisonnement, j'arrive à le comprendre grâce à sa manière de parler. Et en tout cas, c'est pas du tout ce qui ressort sur les réseaux sociaux de ce que font les antifas. C'est pas les antifas la plupart c'est des guignols, des gamins et tout, les vrais. Mais tu regardes ce qu'ils font sur les réseaux, tu te dis mais ces gens-là sont fous. Et en fait, les antifas, des psychophobes là. Non mais les antifas, ils ont besoin de gens comme toi en fait, Alexam, va leur parler quoi. Mais comme les Black Blocs, moi j'en connais quelques-uns qui sont plus dans la mouvance d'Alexam. Après t'as des crétins qui vont en mode non je veux pas parler. Si tu veux un contenu intéressant d'un antifa qui est intéressant, je vous invite à suivre Yanis Yoluntes et de regarder un peu les contenus qu'il partage, les vidéos qu'il fait, etc. Lui, par exemple, il est dans une toute autre logique, quoi. Il essaie de faire des contenus très positifs et des choses comme ça. C'est pas celui qui avait craché sur Étienne Chouard, c'est lui?
Mais arrête avec Étienne Chouard, toi aussi, la journaliste, ton obsession pour Étienne. Étienne, il est devenu chiant, il est vieux. Non, je rigole, mais voilà, excuse-moi, Étienne, je rigole, Étienne. Un film réalisé qui s'appelle L'amour et la révolution. Ah oui, un film gratos sur internet, comme ça vous pouvez voir. Je me permets de relever une question là sur le chat qui était pertinente et je suis d'accord avec lui. Il dit mais vous êtes combien tous ces gens-là? Parce que moi dans la vie j'en ai jamais croisé. J'ai 40 ans, j'en ai jamais croisé. Ils n'existent pas en fait ces gens-là. Les antifas se font régulièrement. C'est assez violent. En termes de masse, fa et antifa, ça représente quoi? Parce que je te dis, j'en ai jamais croisé en fait. Et les gens dans le chat n'en ont jamais croisé non plus. J'en croise quasiment tous. Mais toi, c'est ton milieu, toi. C'est ton milieu. En fait, clairement, moi, je les croise dans les squats autonomes en Italie du Nord. Il y a beaucoup de squats autonomes. J'en croise dans divers squats en France. Mais quoi, c'est Danny Caligula, genre? Si tu vas les chercher aussi. Ah oui, évidemment. C'est un algorithme dans la vraie vie. Moi, je rencontre beaucoup de tueurs et pourtant, vous en rencontrez pas beaucoup, j'imagine. Mais il y a alors, en termes de nombre, c'est difficile à estimer parce qu'il y a beaucoup de monde qui se revendique antifasciste sans être dans l'action antifasciste ou dans les mouvances ou dans les choses comme ça. Il y a pas mal de guerriers internet que vous connaissez. Dont certains se moquent, etc. Effectivement, ils ne sont pas nécessairement représentatifs de ceux qui sont sur le terrain et qui agissent, en fait, qui font des choses. Donc, il y a, je pense, moi, je suis à Nice, hein, je suis dans une ville où les antifas sont très minoritaires, où on se fait défoncer la gueule. Et selon les périodes, on pouvait être une centaine de personnes quand ça marchait bien. Et on pouvait tomber à 5 personnes quand ça marche mal, quoi. Donc, c'est ridicule en fait en termes de nombre. Ça, c'est les personnes qui sont actives, militantes, associatives. Les gens qui se revendiquent antifascistes, tu vas en avoir des milliers ou des dizaines de milliers. Mais, ça compte mais à Nice, mais pourquoi il y a des antifas à Nice? Déjà, tous les étudiants ils disent antifa quasi. C'est plus un truc comme anarchisme, machin. C'est un truc d'adolescent à la base, être antifasciste. Et après, ça devient un vrai truc politique quand tu rentres justement dans un truc d'activiste. Je pense qu'il y a des parcours différents. Moi, mon parcours, il a été clairement en réactance à des racismes que j'ai vécu directement, des choses vraiment très violentes envers des amis à moi. J'allais faire une blague, j'allais dire du racisme anti-roux, mais non, pardon. Et excuse-moi, mes amis. Et j'ai vécu ensuite d'autres choses qui m'ont... Enfin, une fois que j'ai vécu ça, une fois que j'ai vu ça en fait de mes yeux, des noirs qui se faisaient agresser, etc. Oui, tu t'es dit ça va être ton combat, quoi. Ouais, j'ai dit non, je peux pas accepter ça concrètement sur mon pote. Et en essayant de défendre mon pote, etc., je me suis retrouvé à voir qu'il y avait des crânes rasés, des skinheads et des machins et des trucs comme ça, et me dire on peut pas accepter ça, il faut se battre contre ça. Ouais, après tu t'es embouffé. En plus de ces trucs-là, j'ai vécu moi-même du racisme. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu. Ça paraît impossible pour quelqu'un comme moi, mais je suis un immigré, moi. Je suis pas français. Bah t'es roux. Et je suis roux, mais en plus, je suis né en Allemagne. Mes deux parents sont allemands, donc je suis de quel côté de l'Allemagne? Munich. Non, mais je veux dire Allemagne de l'Est ou Allemagne de l'Ouest? Ouais, Allemagne de l'Ouest. Allemagne de l'Ouest. Mais j'avais. Voilà, donc je viens, donc. Mes parents sont venus en France quand j'avais 3 ans, donc. D'accord. J'ai grandi en France. Mais j'ai dû faire une carte de séjour. J'ai vu mon père devoir faire une carte de séjour. J'ai vécu les choses qu'on vit à la préfecture. J'ai vécu. Les racismes et les choses dégueulasses qui se passent à la préfecture. Et dans mon expérience personnelle, je vais vous raconter comment j'ai été naturalisé français pour que vous ayez une idée du truc. J'ai 16 ans, ça fait 14 ans que je suis en France, ou 13 ans. Je me dis, je crois qu'à 16 ans, il faut faire un truc. Je me rends physiquement à la préfecture, je leur demande si je peux avoir un formulaire pour la naturalisation. Ils me disent de revenir quand j'aurai 18 ans. J'attends mes 18 ans, j'arrive à 18 ans, ils me disent ah non monsieur, fallait le faire à 16 ans. Et maintenant vous êtes illégal, vous avez pas de papier, vous avez même pas de titre de séjour, vous pourriez avoir une OQTF. Alors que t'es européen. Ouais, c'était. Mais moi, de ma propre expérience à moi c'est pareil, je suis né à Paris, mais de parents immigrés. J'avais ma carte de séjour, toute mon enfance, je l'ai passée à la préfecture de Bobigny pour signer les papiers, pour éviter que la carte de séjour se prolonge et tout le bazar. J'ai eu ma nationalité à 18 ans, moi on m'a dit il faut avoir le bac. J'ai le droit du sol à 18 ans et en plus il faut que j'ai le bac, et c'est à ce moment-là que j'ai eu le droit à ma nationalité française.
Enfin, Mais ouais, moi j'étais dans la situation où c'était pas un droit parce que je suis né en Allemagne. Bah oui, c'est ça, t'avais pas le droit du sol. Ouais. Et quand t'as pas le droit, quand t'as pas un droit, c'est autre chose, c'est un autre rapport. Ouais. Et là en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait 20 ans que je suis 24 ans que je suis émigré et que je fais mes demandes de renouvellement de permis de séjour aussi, donc je connais un peu le truc. Mais si un jour tu veux faire une émission sur le racisme à l'étranger, on pourra en parler parce que il m'est arrivé 2-3 fois, dont une fois de me faire casser la gueule dans un parc de Tokyo. Et on invitera Nico Clou. Non, je rigole. Ouais, donc après, quand j'ai fait ma demande d'autorisation, quand j'ai fait le dossier, je suis tombé. Alors d'abord, il faut attendre 5 ans avant que ce soit qui regarde le dossier. Tu sais même pas s'ils l'ont reçu, etc. Et au bout de 5 ans, je les rappelle. Et là, je tombe sur un fonctionnaire qui me dit. D'abord qu'il doit connecter son ordinateur ou je sais pas quoi, qui pose son téléphone, qui me fait poireauter au moins 20 minutes et qui pendant que le téléphone est posé commence à parler avec son collègue en disant t'as quoi, t'as un bico, moi j'ai un Bosch, enfin voilà des trucs comme ça. Ah non mais ça et sympa. Et une fois qu'il me prend au téléphone, vous êtes toujours là, vous attendez encore, ouais l'ordinateur se connecte encore, hein, attendez. Donc voilà, il se moque un peu de moi. Et il finit par me faire des blagues racistes sur les Allemands, enfin racistes entre guillemets. Il me demande si j'aime la choucroute, il me demande si, enfin des trucs comme ça quoi. Et moi j'étais serbe, on me demandait si mon père était criminel de guerre, enfin c'est Milosevic et tout, on m'a sorti tous les trucs qu'il fallait. Enfin, j'ai vécu ça moi-même et et en allant à la préfecture, je me dis mais moi je suis encore blanc de peau. Vous imaginez ce qu'ils prennent ceux qui n'ont pas la peau blanche quoi. C'est ce que j'étais en train de me dire. Je me dis si vous avez souffert, mais je me dis mais ce que les Noirs doivent subir ou les Arabes doivent subir, ça doit être l'enfer. C'était horrible. C'était la guerre. Non, je plaisante. Alors pas pour moi. Ah, attendez les gars. Vraiment faut conclure là, parce qu'on était sur la conclusion qui a duré une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc... donc je vais laisser se libérer Astronaut Geek, Satsujin, je remercie aussi Alexam, Psychodélique, je remercie aussi Jordanix, je remercie donc Greg Tavivian et ceux qui sont partis comme Astro, Petit Astro, etc. Je vous invite à découvrir les chaînes de tous les invités qui sont passés dans la description. Je remercie tout le monde d'être venu pour cette petite soirée de discussion et pourquoi pas un jour refaire ça, ça pourrait être intéressant, mais sur d'autres sujets je pense quand même. Parce que bon, mais j'espère en tous les cas qu'on aura fait avancer les points de vue, je pense pas qu'on aura solutionné tout ça. Moi je pense qu'il y a aussi deux points de vue qui s'opposent, c'est celui d'un militant, trois même, celui des gens qui observent tout ça et qui des fois commentent, et par contre des gens qui en vivent. Et après il y a trois vraiment choses qui peuvent se distinguer, et après on verra, voilà, on verra. Est-ce qu'il y aura un nouveau drama? Je ne pense pas. Est-ce qu'on saura si Nico Clou ne fait pas que manger des gens, et est-ce qu'il boit des bouteilles avec Adolphe dessus? C'est une autre question, et peut-être un jour on aura la réponse.